Tu n'es peut-être pas en train d'imaginer des signes. Tu es peut-être simplement arrivé à ce point dangereux où la réalité commence à répondre à ce que tu refuses encore de comprendre en toi. C'est cela qui trouble. Non l'étrangeté des coïncidences, mais leur précision. Ce moment où quelque chose surgit dehors avec une exactitude si intime qu'il devient presque obscène de l'appeler hasard. Une pensée insistante, puis un événement. Un symbole récurrent, puis une rencontre. Une image venue sans raison, puis sa confirmation dans le monde visible. Et soudain une fissure. Pas dans la réalité. Dans l'idée rassurante que tout serait seulement mécanique, neutre, aveugle. La plupart des gens préfèrent réduire ces moments à des accidents parce qu'ils craignent ce qu'ils exigent en retour. Car si certains événements portent un sens qui excède la simple causalité, alors le sujet ne peut plus rester tout à fait extérieur à ce qu'il vit. Il devient concerné autrement. Il doit admettre qu'il existe des instants où la vie ne se contente plus d'arriver, mais semble répondre. Non pour flatter. Non pour divertir. Pour exposer. Quelque chose se met alors à te regarder à travers les faits. Quelque chose de plus ancien que la décision consciente, de plus subtil que la logique immédiate, de plus troublant aussi parce qu'il ne parle pas dans la langue ordinaire de l'explication. Jung a donné un nom précis à cette zone de collision entre l'intérieur et l'extérieur, la synchronicité. Le mot est souvent vidé de sa gravité. On l'utilise comme un ornement vague, une superstition élégante, un refuge commode pour les esprits crédules. Chez lui, il désigne tout autre chose. Un événement sans lien causal apparent avec un autre, mais uni à lui par une nécessité symbolique. Non pas une chaîne d'effets, mais une coïncidence signifiante. Et le point décisif est là, ce sens n'est pas déposé dans les choses comme une étiquette universelle. Il surgit dans la rencontre entre l'événement et la psyché qui le reçoit. Ce n'est pas la scène seule qui importe. C'est le choc intérieur qu'elle provoque. L'impression immédiate qu'une vérité a traversé le réel sans demander la permission à la raison. C'est pourquoi ces expériences surgissent rarement dans les périodes les plus plates de l'existence. Elles apparaissent souvent quand quelque chose vacille. Au bord d'une crise, d'un deuil, d'un basculement, d'une fatigue devenue intenable, d'une décision qu'on diffère depuis trop longtemps. Lorsque les structures ordinaires de la conscience commencent à perdre leur souveraineté, une autre intelligence se rapproche. Le sujet n'a plus toutes ses défenses habituelles. Il ne peut plus anesthésier aussi facilement ce qui monte. Alors le monde semble soudain chargé autrement. Plus dense. Plus orienté. Comme si le dehors cessait par moments d'être muet. Non parce qu'un dieu décoratif s'amuserait à envoyer des clins d'œil. Parce qu'une profondeur psychique cherche une voie d'expression et qu'elle emprunte parfois la matière même des événements. Le plus dérangeant, c'est que ceux qui n'ont pas vécu cela en parlent presque toujours de l'extérieur. Il invoque le biais, la projection, la fatigue nerveuse, le besoin de sens. Ils n'ont pas complètement tort. Le problème est qu'ils restent sur le seuil. Ils décrivent le phénomène comme on décrit une vitre depuis l'autre côté. Or celui qui a traversé un moment synchronicitaire sait qu'il ne s'agit pas seulement d'une interprétation arbitraire. Il y a là une qualité de présence particulière, un arrêt intérieur, une densité soudaine de l'instant, une certitude presque corporelle qu'un simple enchaînement statistique ne suffit plus. Quelque chose s'impose sans se laisser démontrer tout à fait. Et cette absence de preuve totale n'abolit pas l'expérience. Elle la rend plus exigeante. Car la synchronicité ne vient pas confirmer un confort mental. Elle trouble. Elle interrompt. Elle retire au sujet la possibilité de continuer à vivre entièrement comme avant. C'est en cela qu'elle est sérieuse. Elle ne dit pas nécessairement ce que tu veux entendre. Elle ne valide pas toujours tes désirs, tes scénarios, tes fantasmes d'élection. Elle peut au contraire apparaître pour signaler une fracture, une dérive, un passage, une nécessité ignorée, un changement déjà en cours sous la surface. On croit chercher un signe. On découvre parfois qu'on était surtout convoqué à une révision de soi. Et si ces événements reviennent, ce n'est peut-être pas parce que le monde devient soudain bizarre. C'est peut-être parce qu'une zone en toi, longtemps réduite au silence, a commencé à trouver des formes pour se faire entendre. Là commence la vraie question. Non pas, est-ce que cela existe? Mais, qu'est-ce qui, en moi, est en train d'essayer de passer? La conscience aime se croire seule aux commandes. Elle se raconte comme une instance claire, ordonnée, raisonnable, capable de lire le monde à partir de catégories stables. Jung savait qu'il n'en était rien. Ce que nous appelons moi n'est qu'une portion limitée de la vie psychique,
une façade de maîtrise dressée au bord d'une profondeur bien plus vaste. Sous la pensée quotidienne, sous le vouloir déclaré, sous les justifications que l'on donne à ses choix, une autre activité persiste. Elle n'est ni accessoire ni passive. Elle observe, compense, prépare, déplace, insiste. L'inconscient n'est pas une cave de souvenirs oubliés. C'est un système vivant, producteur de formes, de symboles, de rêves, de symptômes, de répétitions et parfois de ces curieuses conjonctions que la raison n'anticipe pas. Quand la conscience s'éloigne trop de ce que cette profondeur exige, l'écart ne reste pas neutre. Il se paie. D'abord par des tensions diffuses, un désaccord intérieur, des impressions d'irréalité, des fatigues mal nommées. Puis par des surgissements plus nets. Le rêve devient insistant. Le corps proteste. Des figures récurrentes apparaissent. Certaines rencontres bouleversent plus qu'elles ne devraient. Certaines images poursuivent. Certaines coïncidences reviennent avec l'obstination d'un rappel. L'erreur la plus commune consiste à chercher immédiatement une explication plate, rassurante, ou à l'inverse à gonfler l'événement d'une magie naïve. Dans les deux cas, on évite le travail véritable. Car la synchronicité n'est ni un gadget mystique ni une bizarrerie psychologique amusante. C'est une structure de sens qui surgit au point exact où l'inconscient rencontre le monde visible. Il faut comprendre ici quelque chose de fondamental. L'inconscient ne parle pas la langue des notices explicatives. Il ne produit pas des messages simplifiés, adaptés au confort du mental. Il procède par images, rapprochement, déplacement, symbole, intensité. Il ne veut pas seulement informer. Il veut transformer. C'est pourquoi ces manifestations déconcertent. Un symbole revient sans se laisser réduire. Une scène du réel semble répondre à un conflit intérieur sans qu'aucune causalité simple ne puisse la relier à lui. Une personne surgit au moment précis où une décision ancienne devient intenable. Ce n'est pas que l'univers se mette soudain à illustrer tes pensées comme un serviteur dévoué. C'est que certaines phases de la vie rendent visibles des correspondances que l'état ordinaire de distraction ne perçoit jamais. Jung a poussé plus loin encore cette compréhension en montrant que l'inconscient n'est pas seulement personnel. Sous les contenus individuels existe une strate plus profonde, partagée, archaïque, peuplée de formes universelles. Le collectif inconscient. C'est là que résident les archétypes, non comme de jolies figures culturelles, mais comme des matrices d'expérience. Le vieux sage, l'enfant, l'ombre, la mère, le guide, la chute, le passage, la mort symbolique, la renaissance. Lorsque certaines synchronicités apparaissent, elles ne convoquent pas seulement ton histoire privée. Elles réactivent parfois ces grands motifs de l'âme humaine. Voilà pourquoi leur force dépasse si souvent l'anecdote. Tu n'es pas seulement touché personnellement. Tu es traversé à un niveau plus vaste, là où ta vie singulière rejoint des formes beaucoup plus anciennes que toi. C'est pour cela aussi que les symboles qui surgissent dans ces moments ont une telle puissance. Ils ne sont pas décoratifs. Ils condensent un processus. Un animal, une couleur, un nombre, une maison abandonnée dans un rêve, un livre qui tombe au bon moment, un nom qui revient, une date insistante, une figure rencontrée dans le réel qui semble porter une qualité psychique précise. Tout cela peut agir comme le point visible d'un mouvement invisible plus large. La tradition alchimique que Jung a longuement étudiée l'avait compris à sa manière. La transformation profonde ne commence pas dans la clarté. Elle traverse d'abord une phase obscure, confuse, désagrégée. C'est souvent dans cet état de désordre intérieur que les signes apparaissent le plus fortement. Non comme récompense, comme indication. La difficulté, bien sûr, est que le sujet moderne a été formé à mépriser ce langage. On tolère les symboles tant qu'ils restent dans les romans, les musées ou les rêves des autres. Dès qu'ils prétendent concerner la vie réelle, on les expulse dans le ridicule ou l'irrationnel. Mais l'âme ne s'intéresse pas à ces hiérarchies. Elle continue son travail. Elle sait que certaines vérités ne peuvent pas être dites directement parce que la conscience les rejetterait aussitôt. Alors elle prépare le terrain autrement. Par répétition, par friction, par étrangeté, par coïncidence signifiante. Elle n'argumente pas. Elle encercle. À ce stade, la question cesse d'être « est-ce objectif ?» Elle devient plus fine et plus dangereuse. Qu'est-ce que cela active en moi avec une telle force? Qu'est-ce que cela touche qui était déjà là, attendant une forme visible pour se reconnaître? Car un événement synchronistique n'est pas grand parce qu'il serait spectaculaire du point de vue du monde. Il est grand parce qu'il ouvre soudain un passage entre ce qui t'arrive et ce que tu es en train de devenir sans encore le savoir clairement.
Voir un signe est une chose. Le lire en est une autre. C'est ici que beaucoup se perdent. Soit ils méprisent trop vite ce qui les a pourtant arrêtés au plus profond d'eux-mêmes, soit ils transforment la moindre répétition en oracle et cessent toute rigueur intérieure. Jung invitait à une troisième voie, plus exigeante. Observer sans empressement. Supporter de ne pas conclure immédiatement. Accepter que le sens ne soit pas donné tout fait, mais qu'il doive émerger dans un travail d'association honnête, de confrontation intérieure, de contextualisation précise. Une synchronicité ne se comprend jamais en dehors du moment psychique dans lequel elle surgit. Le même symbole peut éclairer, avertir, dévoiler ou contredire selon l'état intérieur de celui qui le reçoit. La première discipline est donc la sobriété. Ne pas chercher des signes partout. Ne pas utiliser le symbolique pour contourner la vérité la plus simple. Ne pas demander à la synchronicité de bénir ce que l'ego veut déjà croire. Le piège est là. Beaucoup ne cherchent pas à être transformés, mais confirmés. Ils veulent que le monde leur renvoie une validation de leurs désirs, de leurs scénarios, de leurs attachements. Or les vrais moments synchronistiques font souvent l'inverse. Ils interrompent l'auto-illusion. Ils déplacent le regard. Ils amènent au point qu'on évitait. Ils révèlent parfois non ce que l'on espérait, mais ce que l'on refusait encore d'admettre. C'est pour cela qu'ils dérangent davantage qu'ils ne rassurent. Interpréter demande donc une honnêteté presque brutale. Dans quelle phase de ta vie cela surgit-il? Que cherchais-tu à ne pas voir? Quel conflit était en cours? Quelle décision différée? Quel deuil mal traversé? Quelle mutation latente? Quelle peur de changer? Quel attachement à une ancienne identité? La synchronicité prend souvent forme au moment exact où l'ancien se fissure et où le nouveau n'a pas encore de visage stable. Elle parle depuis cet entre-deux. C'est là qu'elle agit le plus fortement, parce que la conscience n'a plus ses certitudes habituelles et que l'inconscient trouve enfin une brèche. Il faut aussi accepter que certains symboles ne livrent pas leur sens d'un seul coup. Ils travaillent en silence. Ils reviennent. Ils se déplacent d'un rêve à un événement, d'une rencontre à une phrase lue par hasard, d'une image intérieure à une scène banale soudain chargée d'une intensité disproportionnée. Ce n'est pas de l'obscurité gratuite. C'est une autre temporalité de la compréhension. La conscience veut des conclusions nettes. L'âme préfère souvent les approches progressives. Elle installe d'abord une présence, puis une gêne, puis une récurrence, puis une évidence à laquelle il devient difficile d'échapper. Alors que veut la synchronicité? Au fond, pas simplement attirer ton attention. Elle veut te déplacer. Elle veut introduire une faille dans la continuité automatique de ta vie. Elle veut te contraindre à reconnaître qu'une dimension plus profonde réclame d'entrer dans l'existence consciente. C'est pour cela qu'elle apparaît si souvent au seuil. Quand une ancienne structure ne tient plus. Quand une identité craque. Quand une répétition devient invivable. Quand quelque chose doit mourir symboliquement pour qu'autre chose commence à se former. Elle ne vient pas orner le chemin. Elle vient souvent annoncer qu'un chemin ne peut plus être suivi de la même manière. Tu peux naturellement refermer tout cela. Revenir au bruit. Reprendre le récit plat du hasard. T'expliquer que tu as projeté, exagéré, interprété. Beaucoup le font, et parfois il faut se méfier en effet de ces emballements. Mais il existe des moments où cette réduction sonne faux jusque dans le corps. Tu sais alors que ce qui t'a touché n'était pas seulement curieux, mais décisif. Quelque chose en toi l'a reconnu avant même de le comprendre. À partir de là, le vrai choix n'est plus entre croire et ne pas croire. Il est entre continuer à ignorer ce qui insiste ou consentir à la transformation que cela appelle. Car c'est bien de cela qu'il s'agit au terme de tout ce trajet. Pas d'une collection d'événements étranges. Pas d'une esthétique du mystère. D'une convocation. Le monde n'a peut-être pas commencé à te parler. C'est peut-être toi qui, pour la première fois, est devenu assez fissuré pour entendre qu'il répondait déjà depuis longtemps. Et si certaines coïncidences te poursuivent, si certaines images te reviennent avec une obstination qui dépasse la simple mémoire, si certaines rencontres ont déplacé la matière même de ton regard, alors ne te précipite pas pour les recouvrir d'explications défensives. Laisse au moins cette possibilité demeurer ouverte. Il se peut qu'une part de toi soit entrée dans un moment où le visible n'est plus tout à fait séparé de ce qui cherche à naître en silence. Et si cette idée a trouvé un endroit où rester en toi, inutile de la refermer trop vite. Certaines portes ne demandent pas qu'on les ouvre entièrement. Elles demandent seulement qu'on cesse enfin de prétendre qu'elles n'existent pas.